Est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait, ça fonctionne. Donc du coup, salut à vous, juristes de YouTube, j'espère que vous allez bien. Et je vous propose qu'on parle du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bon, du coup, un petit rappel, un projet de loi de financement de la sécurité sociale Kesako, c'est un texte qui vise à maîtriser les dépenses sociales et de santé en fixant des objectifs de dépenses de fonction en fonction des prévisions de recettes et, euh, et du coup, le projet de loi de financement de la sécurité sociale détermine les conditions nécessaires à l'équilibre financier de la sécurité sociale et il est présenté annuellement par le gouvernement courant de l'automne. Et du coup, petit rappel donc pour ce en quoi constitue la sécurité sociale donc se compose de plusieurs institutions qui ont pour fonction donc de protéger les individus des conséquences de divers événements ou situations généralement qualifiées de risques sociaux. Et à chaque fois donc vous avez différentes branches, vous avez la branche assurance maladie, la branche autonomie, etc. Et du coup, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, il table sur un déficit social donc, de 6,8 milliards d'euros en nette amélioration par rapport à 2022 où celui-ci était fixé à 17,8 milliards d'euros. Bon, et pour ce qu'on entend par déficit social, c'est en somme le déficit de la sécurité sociale, c'est le fait qu'il y ait plus de dépenses que de recettes au sein du budget de la sécurité sociale. Bref, en gros, il manque de l'argent pour équilibrer les recettes avec les dépenses. Alors moi, ça me fait toujours rire parce que bon, on est quand même dans un secteur où on peut se demander comment est-ce qu'on peut être à l'équilibre vu que le principe, c'est de, si je puis dire, de couvrir des risques. Et du coup, bon, quand tu couvres des risques, logiquement, il faut que les dépenses soient au rendez-vous. Mais malheureusement, on n'est plus dans une logique libérale où le but, c'est à minima. Alors, je pense que dégager des profits, c'est un peu gros, mais à minima, être un chouïa rentable, c'est ce qui est exigé pour la sécurité sociale. Bon, vous connaissez mon point de vue là-dessus, moi, je pense que c'est idyllique et de toute façon, bon, je veux dire, maîtriser les dépenses, pourquoi pas, mais encore c'est un bien grand mot. Mais si déjà on pouvait arrêter de serrer le robinet systématiquement de la sécurité sociale, je pense qu'on aurait peut-être des services publics de meilleure qualité, surtout que vous savez où on peut choper l'argent au bon endroit. Bon, et pour ce qui est justement donc de la branche maladie, donc elle profiterait donc apparemment donc de cette baisse du déficit. Alors, donc, ce qu'on entend par la branche maladie, c'est la branche de la sécurité sociale qui assure la prise en charge des dépenses de santé des assurés, et le but et ça garantit l'accès aux soins. Et elle mène des programmes de prévention et contribue à la régulation du système de santé français. Voilà, donc ça c'est pour ce à quoi correspond la branche maladie. Et pour ce qui est donc de l'année 2023, on aura un objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc sous l'acronyme ONDAM, qui va continuer à progresser. Alors, de plus de 3,7% hors dépenses liées au Covid. Alors, juste pour que vous suiviez un peu, l'ONDAM, donc l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est un objectif de dépenses à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d'hospitalisation qui sont dispensés dans les établissements publics ou privés, mais aussi dans les centres médico-sociaux. Donc encore une fois, c'est des objectifs de serrage de vis, si je puis dire. Alors, donc pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il n'y a aucune économie qui est envisagée dans les hôpitaux publics. Au moins on reconnaît que dans les hôpitaux publics, il faut arrêter de croire qu'on peut faire de la thune.
C'est déjà pas mal. Bon, au moins, autant, autant que ça continue à aller dans ce sens-là. Mais bon, à mon avis, je n'y crois pas tellement. Bon, et pour petit rappel, pour l'année 2022, donc l'objectif national de dépenses d'assurance maladie était est relevé du coup de 9,1 milliards d'euros. Donc pour financer notamment donc les dépenses Covid, les revalorisations salariales et les mesures déployées donc durant cet été sur les urgences et les soins non programmés. Et les priorités donc, du projet de loi de financement pour 2023 portent, donc, vous allez voir, donc, sur la prévention et l'accès aux soins, sur le soutien aux familles, aussi le soutien auprès des personnes âgées en perte d'autonomie et sur la lutte contre la fraude sociale. Et du coup, donc là, pour cette première capsule, je vous propose qu'on mette l'accent sur la prévention et l'accès aux soins, ainsi que sur la perte, sur les aides aux familles, plutôt que de mettre, si je puis dire, l'accent sur les personnes âgées et sur la fraude sociale. Je veux dire, les deux derniers, on en fera une deuxième capsule à part, mais vous inquiétez pas, on va tout faire aujourd'hui, et là je m'adresse aux juristes de Twitch. Bon, du coup, on va commencer avec la prévention concernant l'accès aux soins. Alors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc ce volontariste, avec des guillemets, concernant la prévention, puisqu'il va y avoir du coup la mise en place donc, de rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, donc des rendez-vous de prévention donc, pour les 20 à 25 ans, pour les 45 ans et pour les 65 ans. Alors, donc, ce qu'on entend par rendez-vous de prévention, ils ont simplement pour but d'identifier et de réduire les facteurs de risque de fragilité et de perte d'autonomie, donc selon les différentes périodes d'âge clés que je viens de vous citer. Ensuite, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il prévoit la possibilité, la mise en place d'un dépistage sans ordonnance, donc des infections sexuellement transmissibles sur le modèle du dépistage du VIH. Et il y aura un remboursement intégral donc pour les moins de 26 ans. Après, il est prévu aussi un accès gratuit et sans ordonnance à la contraception d'urgence, donc pilule de lendemain, en pharmacie pour toutes les femmes. Aujourd'hui, seuls les moins de 18 ans bénéficient de cette gratuité. D'accord, bon, mesurettes qui vont dans le bon sens. Et pour améliorer donc la couverture vaccinale de la population, il y a une nouvelle compétence de prescription vaccinale qui sera créée pour les pharmaciens et les infirmiers. Et en gros, la liste des vaccins qu'ils sont autorisés à administrer sera élargie. Donc en gros, on fournit davantage de moyens aux pharmaciens et d'infirmiers. Pour si je puis dire, augmenter les campagnes de vaccination. Alors, c'est pas précisé pour quel type de vaccin, mais ça a l'air d'être de manière... apparemment, il va y avoir un élargissement de la liste, donc peut-être que ça sera fixé par décret. Alors, pour ce qui est des sages-femmes, sachez qu'elles pourront vacciner davantage, puisque leur compétence vaccinale pour le moment, leur compétence vaccinale, elle ne va plus être limitée aux femmes, aux enfants et à l'entourage des femmes enceintes. En gros, elle pourra vacciner plus de personnes. Après, au titre de la prévention, il y a aussi la lutte contre le tabagisme. Et après 2 ans de stabilité, du coup, les prix du tabac seront indexés sur l'inflation. Bon, je vous rappelle encore une fois, l'inflation, c'est lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement sur les prix, sur le prix de quelques biens et services. Donc, c'est vraiment une augmentation globale. Et du coup, chaque euro acheté, chaque euro permet d'acheter moins de produits. Et autrement dit, l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. Donc là, au moins, vous avez une idée de ce à quoi correspond l'inflation.
Et du coup, pour en revenir au paquet de clopes, bah, du coup, le prix moyen du paquet de cigarettes, donc il devrait augmenter de 50 centimes en 2023 et de 35 centimes en 2024. Donc du coup, il va passer à 11 euros. Et pour ce qui est donc de l'accès aux soins, on aura, alors qu'on a près de 4 millions de Français qui vivent dans un désert médical, et on a aussi 6 millions qui n'ont pas de médecin traitant, il y a différentes mesures qui sont prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, vous allez voir qu'il y a une pérennisation donc, des mesures d'urgence qui ont été prises cet été pour faciliter le recrutement de médecins libéraux régulateurs donc, au sein des SAMU et des services d'accès aux soins. Alors, donc ce qu'on entend par médecin de garde, c'est le médecin qui assure la permanence téléphonique au SAMU et qui prend les décisions médicales et tactiques, donc que ce soit le choix du mode d'intervention et son organisation. Donc le choix du lieu d'hospitalisation éventuellement. Le rôle du médecin régulateur, donc c'est de donner des conseils médicaux téléphoniques et de coordonner donc les secours et d'orienter s'il y a lieu le patient donc vers le service hospitalier capable de donner les soins les mieux adaptés à la situation. Donc ça c'est la première mesure concernant l'accès aux soins. Après, il y a des discussions avec les universités pour la création d'une 4e année d'internat de médecine générale. Et cette année supplémentaire serait consacrée à des stages en pratique ambulatoire, donc en particulier dans les zones médicalement tendues. Donc je pense que cette mesure, elle a fait polémique parce que on fait peser sur les jeunes des responsabilités qui normalement devraient être accordées à des médecins formés, et que les trous dans la raquette, on va dire que pour lutter contre les déserts médicaux, on fait appel à des gens qui sont en pleine formation. Et alors, je dis pas, c'est bien de laisser la possibilité aux jeunes de se former directement sur le terrain en pratique, mais encore faut-il qu'il y ait le personnel suffisamment formé pour les accompagner et qu'on n'utilise pas justement en mode chair à canon les jeunes futurs médecins pour combler le désert médical. Et malheureusement, je pense que c'est une critique qui a été en somme évoqué, je crois, dans l'actualité. Et dernière mesure concernant l'accès aux soins, il va y avoir une simplification et un renforcement de la coordination entre l'État et les communes dans les aides à l'installation des médecins libéraux dans les zones les plus fragiles. D'accord. Bon. Après, donc, ces mesures seront complétées donc, par les travaux du Conseil national de la refondation en santé, donc, qui doit être lancé dès début octobre. Alors, juste pour information, donc, le Conseil national de la refondation en santé, donc, en fait, dans chaque bassin de santé, les citoyens et acteurs du secteur de la santé donc, pourront se réunir pour porter un projet commun donc, au sein donc, des conseils nationaux de refondation territoriaux. Et ces conseils nationaux de refondation territoriaux, donc, seront en fait des espaces de concertation et de co-construction de projets. Et les concertations donc, pourront déboucher soit sur des solutions ou innovations immédiatement activables, car à la main des acteurs, donc par exemple les nouveaux services locaux, soit sur des constats de difficultés ou de blocages, donc réglementaires, financiers, qui pourront être remontés au niveau national. Donc en gros, c'est un peu du réchauffé. C'est-à-dire on nous refait la sauce du grand débat avec cette fois-ci des initiatives qui se font à l'échelle locale. Wouhou vous voyez où je veux en venir. Ça sent la chose de on vous fait des propositions, mais on n'écoutera que si ça rentre dans notre dogme libéral. Voilà. Moi, je le pense comme ça personnellement. Je pense que ça va faire un flop, un espèce de semi-flop comme le grand débat. Mais bon, puis en plus, je veux dire, le nom Conseil national de la refondation, c'est tellement c'est tellement prétentieux. Mais bon, bref, peu importe. Et du coup, ces mesures, donc les mesures en matière d'accès aux soins, de prévention, etc., elles seront aussi complétées donc par les négociations de la prochaine convention médicale
donc entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, donc pour favoriser l'accès aux soins donc dans les zones sous-dotées. Et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il va contenir également donc une mesure de régulation de l'intérim médical visant les jeunes soignants donc en sortie d'école et qui devront, à partir du 1er janvier 2023, d'abord travailler en salarié ou en libéral pendant une durée minimale. Oh putain, vous êtes sérieux les gars. Bon, alors, je veux dire, déjà que ça va être la merde, la merde pour... Bon, franchement, vous aurez intérêt à faire un effort en salarié ou en libéral, enfin pour recruter en salarié ou en libéral, parce que clairement, si c'est pour nous faire le coup de restreindre l'intérim médical et que au final ça n'a pas pour je veux dire ça n'aurait pas pour conséquence d'augmenter le nombre de salariés ou de médecins libéraux, bah franchement ça va juste créer davantage du chômage. Alors je dis pas l'intérim c'est quelque chose, c'est un statut précaire. Mais si c'est pour restreindre l'intérim et au final ne pas embaucher davantage de salariés ou même prendre davantage de libéraux, ben clairement ça sert à rien. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit sur l'intérêt médical? Donc alors le recours à l'intérêt médical a pour les hôpitaux un coût financier important, 1,4. Putain, c'est juste encore pour une logique de coût, c'est même pas pour une question de précarité, c'est vraiment encore une fois pour une logique de coût. Ah bon bref, je vais m'énerver. Je vais m'énerver, on va se calmer. Mais bon, que voulez-vous, on va essayer de garder notre calme. Même si je sens que si vous écoutez la rediff, ou même si vous êtes dans le chat, je pense que vous avez qu'une envie, c'est de vous arracher les cheveux. Mais je vous en conjure, essayons de garder notre calme. Est-ce que vous allez réussir? Oui. Bon, j'espère, parce que moi honnêtement ça va être ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que clairement j'ai envie de tous les insulter, ces espèces de... Voilà, vous m'avez compris. Bref. Passons à l'aide aux familles. Alors, le projet de loi de finances va consacrer 1,5 milliard d'euros à la politique familiale. Et du coup, il va y avoir une réforme du complément de libre choix du mode de garde. Alors concrètement, donc c'est une aide sous condition de ressources qui est destinée aux familles, donc pour faire garder leurs enfants de moins de 6 ans. Et aujourd'hui, donc dans le cadre de ce complément, les parents employant une assistante maternelle, sont défavorisés par rapport aux familles qui recourent à une crèche. Et du coup, à partir de 2025, le mode de calcul du complément de libre choix du mode de garde permettra donc de rendre l'accueil par une assistante maternelle aussi accessible que la crèche et d'harmoniser les restes à charge entre ces deux modes d'accueil. D'accord, donc on croise les doigts pour que ce soit pas des promesses en l'air, et que ça fonctionne bien dans la pratique. Ensuite, les aides à destination des familles monoparentales seront renforcées. Donc à partir de novembre 2022, l'allocation de soutien familial destinée aux parents isolés sera revalorisée de 50%. Ensuite, son montant en gros passera de 123 € environ par mois par enfant à 185 € par mois et par enfant. Bon, ça reste, ça se prend toujours, mais encore une fois, bon. Ce serait tellement plus simple si on avait un revenu universel pour tout le monde et en parallèle on augmente les salaires de tout le monde. Mais bon, encore une fois, ça demande un courage politique qui est de choper, l'argent là où il faut. Et si on luttait déjà contre la fraude fiscale, ce serait déjà pas mal. Voilà. Ça paraît évident, mais encore une fois, ça demande un courage politique là-dessus. Mais bref. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais on croise les doigts. Alors, donc, du coup, les familles monoparentales pourront bénéficier du complément de
de libre choix donc du mode de garde, donc jusqu'aux 12 ans de l'enfant. D'accord. Parce que d'habitude, c'est pour les enfants âgés de moins de 6 ans, et là, pour les familles monoparentales, on leur permet de bénéficier du complément, donc jusqu'aux 12 ans de l'enfant. En outre, en cas de garde alternée de l'enfant, donc chacun des parents pourra bénéficier donc du complément au titre de cet enfant. Après, pour ce qui est de la perception donc des indemnités journalières au moment de la naissance d'un enfant, donc ça va faire l'objet aussi d'une simplification progressive. Les entreprises donc devront verser aux salariés en congé de maternité ou de paternité, donc lors de la paie, donc une somme au moins égale aux indemnités journalières dues par l'assurance maladie. Bon, c'est déjà un début. Et en contrepartie, un délai de remboursement court de l'assurance maladie aux employeurs sera garanti afin qu'ils ne subissent pas de perte de trésorerie. Petite pensée aux petits patrons, petits patrons. Voilà, c'était le malaise. Bien évidemment. Voilà. Du coup, le transfert donc du financement des indemnités liées au congé maternité à la branche famille donc est aussi inscrit parce que bon actuellement donc le financement des indemnités liées au congé maternité ça pesait donc sur la branche maladie, et du coup bon pour des questions de logique comptable et je pense d'équilibre des branches, ce sera plus la branche maladie de la sécurité sociale qui sera en charge du financement de ces indemnités journalières, mais ce sera maintenant au rôle de la branche famille. Voilà. Donc je vous propose donc qu'on arrête cette première capsule et qu'on fasse une petite pause entre deux. J'espère que ça vous a intéressé. Donc là, je m'adresse à la fois aux juristes de Twitch et aux juristes de YouTube. Donc du coup, pour les juristes de YouTube, si ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Un petit pouce, un petit commentaire pour donner votre avis, un petit partage et potentiellement un abonnement. D'ailleurs, j'oublie, mais j'en profite pour remercier à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner sur la chaîne YouTube. Là, j'ai vu passer au moment où je tourne un abonnement, donc du coup, merci à toi, nouvel abonné de YouTube. Et je vous rappelle aussi que comme vous l'avez compris, je fais aussi les reviews d'actualité juridique sur Twitch. Donc si vous voulez qu'on en discute en direct, etc., n'hésitez pas à follow la chaîne. C'est toujours un plaisir sur la chaîne du même nom, Vulgadroit. Voilà. Donc du coup, on se retrouve pour une prochaine capsule, les juristes de YouTube. Allez, à plus les juristes de YouTube.